Bonjour à toutes et à tous. Chères auditrices, chers auditeurs, nous vous retrouvons avec grand plaisir depuis notre studio pour une nouvelle édition de Défi Gouvernance, l'émission de Radio KPMG dédiée aux enjeux et aux bonnes pratiques de la gouvernance d'entreprise. Nous sommes le mardi 17 décembre 2024. Au micro, Pierre-Yves Le Naourez, directeur au sein des activités de conseil de KPMG. Après l'édition du 19 novembre dernier, consacrée au tour d'horizon de l'essentiel de l'actualité de la gouvernance, nous allons évoquer, aujourd'hui avec notre invité, les plans de transition vers la neutralité carbone, un enjeu clé pour toutes les entreprises. Afin de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, la France a défini dès 2020 sa feuille de route au travers de son plan Stratégie nationale bas carbone, qui repose sur un scénario visant la neutralité carbone à l'horizon 2050. Cette notion de neutralité correspond à un équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre et leur absorption. Dans ce cadre, et en réponse à l'obligation de se conformer à plusieurs textes réglementaires clés, tels que les directives CSRD ou CS3D, ou encore la loi Grenelle 2 et son bilan d'émissions de gaz à effet de serre, les entreprises sont tenues de développer leur plan de transition de leurs activités. Ces plans doivent préciser les objectifs de réduction des émissions qu'elles se fixent et détailler les actions et les moyens envisagés pour les atteindre. À une époque où les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance redéfinissent les priorités des entreprises, c'est avec Éric Campos, directeur de l'engagement sociétal et membre du comité exécutif de Crédit Agricole, que nous allons avoir le plaisir d'approfondir ce sujet. Bonjour monsieur. Bonjour Pierre-Yves, bonjour à toutes et bonjour à tous. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation radiophonique. Nous sommes ravis de vous recevoir au micro de Défi Gouvernance. Alors, Éric Campos, après avoir travaillé au Gabon dans une plantation d'EVA, vous rejoignez l'Agence française de développement pour conduire des missions d'évaluation de programmes et de projets d'aide au développement, puis pour occuper les fonctions de directeur général adjoint de la Société financière pour le développement de la Réunion. Vous rejoignez ensuite le groupe Crédit Agricole, où vous occupez plusieurs fonctions de direction en France et à l'international, avant d'être nommé directeur de la responsabilité sociétale et environnementale de Crédit Agricole SA en 2018. En 2022, vous lancez la création d'un nouveau métier pour le Crédit Agricole, celui d'énergéticien des territoires. Vous êtes membre du COMEX de Crédit Agricole SA. Alors, les groupes bancaires sont non seulement responsables de leurs propres émissions, mais ils jouent également un rôle central dans la transition globale en raison de leur fonction de financeur de l'économie. Et donc, votre expérience et votre vision des sujets liés à la transition apporteront un éclairage particulièrement précieux pour nos éditeurs. Pour commencer cet échange, Éric Campos, qu'est-ce que signifie l'engagement sociétal pour une banque coopérative comme la vôtre et en quoi cet engagement revêt une importance particulière dans le contexte actuel ? Alors Pierre-Yves, le Crédit Agricole est né au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, des solidarités. À l'époque, le gouvernement souhaite accompagner la modernisation de l'agriculture et crée avec des personnes qui étaient particulièrement engagées dans les territoires, créer le crédit agricole. Notre finalité a toujours été d'accompagner le développement de l'économie, des économies. Et donc, au fond, notre finalité, c'est d'être le partenaire de confiance de nos clients. Et depuis toujours, nous soutenons l'économie, l'entrepreneuriat et l'innovation en France et à l'international. Et évidemment, parce que c'est notre histoire, nous nous mobilisons naturellement pour les territoires. Alors, nous sommes engagés sur les terrains sociétaux et environnementaux et nous accompagnons le progrès, la transformation. Nous avons accompagné la transformation de nos territoires depuis le 19e siècle, c'est ce que je vous disais. Et cet accompagnement, depuis l'origine, cet accompagnement est au service de tous, des ménages les plus modestes aux plus fortunés, des professionnels de proximité, grandes entreprises internationales, nationales, ETI, PME. Et en tant que banque coopérative, notre stratégie de création de valeur, c'est toujours enrouler autour de ces deux piliers que sont l'utilité à la société et l'universalité de notre approche. Et on peut dire que c'est cette potion magique à deux ingrédients qui produit notre force collective et qui, au fond, nous a permis, à partir de ce qu'on peut appeler une start-up de fin du 19e siècle dans le Jura, à Salins, puisque c'était ce cœur de la création du Crédit Agricole, de devenir aujourd'hui l'une des 10 premières banques au monde. De nombreuses entreprises sont déjà tenues de mettre à jour leur plan de transition, tandis que d'autres devront prochainement en formaliser un. Quelle démarche le groupe Crédit Agricole a-t-il mise en œuvre pour élaborer puis mettre à jour son plan de transition ? Le plan de transition, Pierre-Yves, est un sujet qui est stratégique, puisqu'au fond, qu'est-ce qu'il dit, ce plan de transition ? Il dit qu'une entreprise va accompagner la transition, et on le verra peut-être plus tard, vers la neutralité planétaire avec une cible en 2050. Et donc, notre plan de transition s'inscrit dans le cadre d'un engagement sociétal élaboré par les dirigeants du groupe
et qui a été présenté le 1er décembre 2021. Alors, l'engagement sociétal du Crédit Agricole, c'est le fruit de sa raison d'être, être utile aux clients et à la société. Et dans ce cadre, nous avons défini cette utilité à la société autour d'un plan-programme qui est déployé dans l'ensemble des entités du groupe et qui est structuré autour de 3 grandes dynamiques, autour d'objectifs, de marqueurs et d'un calendrier de mise en œuvre. Alors, les 3 domaines principaux sont la contribution à la neutralité planétaire en 2050 et l'accompagnement de nos clients dans leur trajectoire de transition, le renforcement de la cohésion et de l'inclusivité sociale, et puis le 3e thème, c'est la réussite des transitions agricoles et agroalimentaires. Alors, le plan de transition sur lequel vous m'interrogez fait partie du 1er domaine, celui relatif à la contribution à la neutralité planétaire. Il faut savoir que nous sommes très attentifs à ne pas travailler en silo. Je vous ai décrit ces 3 thèmes. En réalité, ils s'interpénètrent les uns les autres, tant les questions climatiques sont très liées aux questions sociales et aux transitions agroalimentaires. Et donc, vous nous disiez en préparant cette mission que le plan de transition du Crédit Agricole prend la forme d'une véritable stratégie climat alignée sur l'accord de Paris. Oui, en effet, Pierre-Yves. Je vous disais, le plan de transition, c'est vraiment une dimension stratégique qui doit être au cœur finalement de la gouvernance d'une entreprise. Elle est au cœur de la gouvernance du Crédit Agricole. Et donc effectivement, ce plan de transition prend la forme d'une véritable stratégie climat, alignée bien évidemment sur l'accord de Paris. Alors, cette stratégie climat, elle se distribue autour de 3 axes. Le premier, c'est majeur parce que si on veut sortir des énergies fossiles, il faut trouver une alternative. Cette alternative, ce sont les énergies renouvelables. Et donc, notre premier axe, c'est un plan de financement et d'investissement massif dans les énergies renouvelables. Deuxième sujet, c'est au fond l'accompagnement de nos clientèles dans les dynamiques de transition. On le verra peut-être ensuite, les business models doivent évoluer vers plus de sobriété et évidemment plus d'énergie renouvelable, c'est le 2e thème. Et puis les 2 premiers, plan de financement, programme d'accompagnement, nous permettent de travailler sur notre 3e thème qui est le plan de sortie progressif et programmé des énergies fossiles. Et alors, ce qui va intéresser aussi nos auditeurs, c'est maintenant sur la base de votre expérience, quelles sont les principales difficultés et écueils à anticiper lors de l'élaboration, puis de la mise à jour d'un plan de transition? Quels conseils pourriez-vous leur prodiguer à cet égard? Eh bien, écoutez, Pierre-Yves, bonne nouvelle et mauvaise nouvelle. Alors, bonne nouvelle, c'est que, en fait, c'est possible. C'est possible de piloter un plan de transition, c'est possible de piloter un accompagnement à la contribution planétaire pour une entreprise. Mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut rentrer dans la soute, dans le moteur, il faut soulever le capot, et soulever le capot, il ne faut pas le laisser uniquement aux experts, il faut que l'ensemble de la gouvernance d'un groupe, stratégique, opérationnel, comprennent finalement de quoi il s'agit. Nous, on a eu 4 difficultés à résoudre. La première, c'est de trouver la bonne méthode. Alors, comme vous le savez peut-être, les acteurs financiers calculent leur empreinte propre, mais aussi l'empreinte des financements, c'est-à-dire l'empreinte des activités, des émissions de nos clients que nous finançons. Pour faire simple, l'empreinte propre du Crédit Agricole, c'est 1% des émissions, et les émissions dites financées, c'est 99% de notre empreinte carbone. Et alors, nous avons rejoint une alliance bancaire mondiale qui s'appelle la Net Zero Banking Alliance, et nous avons adopté une méthode de calcul de l'empreinte des émissions financées qui s'appuie sur les secteurs. Pour faire simple, on regarde ce que nos clients émettent et nous allons comptabiliser dans notre propre empreinte la part de marché financière, c'est-à-dire en gros la part de nos financements sur la valeur de l'entreprise. Ça nous donne un pourcentage et ce pourcentage, on va l'appliquer aux émissions de nos clients. On additionne tout cela et ça nous donne notre empreinte carbone. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième, c'est que nous avons une approche au Crédit Agricole qui est très décentralisée, très en concertation, mais très décentralisée. Et donc, pour le Crédit Agricole, nous avons dû animer le travail de plus de 1000 collègues pour nous assurer que la démarche était partagée, comprise et qu'elle donnait lieu à de véritables plans d'action. Parce que le calculer l'empreinte Pierre-Yves, c'est important, mais ce qui est encore plus important, c'est le plan d'action pour accompagner la décarbonation. Je vais faire court. 3e, c'est notre choix de travailler étroitement avec les secteurs d'activité, l'aéronautique, l'agriculture, l'immobilier résidentiel, commercial, l'acier, le maritime. Alors ça consiste en quoi ? Eh bien, il faut aller voir les acteurs de ces secteurs, voir avec eux comment
On peut travailler à l'accompagnement des plans d'action. Et donc voilà, et ça nous rend évidemment dépendants du rythme de travail des secteurs d'activité, mais ça nous donne beaucoup de force et d'opérationnalité car eh bien, nous accompagnons les propres plans d'action des secteurs d'activité. Et enfin, la quatrième, je pense que tout le monde l'aura bien en tête, c'est le manque de données disponibles parce que la donnée extra-financière, aujourd'hui, c'est une denrée très rare. Nous travaillons avec des proxys et des hypothèses, mais chemin faisant, nous aurons de plus en plus de données et donc de plus en plus de précision dans notre approche. Donc des sujets clés à prendre en considération le plus en amont possible de la création d'un plan de transition. Maintenant que nous avons évoqué justement le processus qui entoure la construction de ce plan, pourriez-vous nous présenter les principaux axes et priorités du plan, justement élaboré par le groupe Crédit Agricole? Bien sûr, Pierre-Yves, et ça me permet de vous dire qu'en réalité, vous voyez, le plan de transition, ce qui peut apparaître comme un fardeau, une difficulté, en réalité, pour le Crédit Agricole, c'est vécu comme une véritable opportunité de développement. Au fond, ce que nous devons faire les uns les autres, les entreprises, c'est passer d'une création de valeur qui ne s'est pas toujours interrogée sur sa durabilité à une création de valeur durable. C'est cette dynamique que l'on a engagée avec l'ensemble des équipes et des métiers, des entités du Crédit Agricole. Alors, je vous donne un exemple. Je vous parlais de ce premier axe, c'est l'accélération du développement des énergies renouvelables. Alors, il faut savoir que nous sommes l'un des leaders mondiaux des émissions d'obligations vertes, les fameuses green bonds, et nous sommes aussi financeur privé, premier investisseur institutionnel dans les énergies renouvelables, avec notamment Crédit Agricole Assurance. Eh bien, nous poursuivons dans cette dynamique. Je vous donne quelques chiffres qui sont intéressants. Entre 1997 et 2023, au cours des 25 dernières années, vous voyez, je ne vous fais pas un cours de marketing sur les 2 dernières années en vous disant non, on a travaillé depuis un certain temps. Eh bien, nous aurons permis dans ces 25 dernières années la construction d'une puissance installée de 108 gigawatts d'énergie renouvelable, soit près de deux fois la capacité de production d'énergie renouvelable actuellement en France, et à peu de choses près, 50% de ce que nous devrions installer en France d'ici 2050 pour contribuer à cette neutralité planétaire. Voilà. Et cette dynamique s'accélère Oui, ou... elle s'accélère effectivement parce que entre 2020 et 2024, alors pourquoi 2020? Parce que c'est pour nous vraiment une date de départ à partir duquel on a calculé nos émissions financées, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Entre 2020 et le premier trimestre 2024, les encours du Crédit Agricole, les encours sur les énergies renouvelables bas carbone, ont cru de plus de 90%. Vous voyez, c'est énorme. C'est le secteur qui s'est développé le plus. Vous voyez, je vous parle vraiment de business, je vous parle de dynamique commerciale. Le plan de transition, c'est des contraintes, mais ça s'ouvre vraiment sur des dynamiques. Et puis, Et je dirais plus fort que ça, pardon Pierre-Yves, mais je voulais partager ça avec vous parce que c'est quand même, pour un groupe qui est un groupe d'entrepreneurs comme le Crédit Agricole, nous avons créé un nouveau métier puisque nous sommes désormais producteurs et fournisseurs d'énergie. C'est un métier qui a été lancé en 2022, Crédit Agricole Transition et Énergie. Et donc, vous nous parliez également, en début de cet échange, donc le Crédit Agricole aussi met énormément d'efforts sur l'accompagnement de la transition auprès de ses clients. Oui, effectivement. Alors, ce sujet des énergies renouvelables, c'est pas un sujet international. Au fond, c'est un sujet, je dirais, de territoire, puisque en réalité, les énergies renouvelables, ce sont des fermes solaires, ce sont des éoliennes, c'est de la biométhanisation. Vous voyez, ce sont des objets, des actifs que l'on trouve dans les territoires. Et vous avez des territoires qui sont particulièrement dynamiques. Je prends l'exemple du Languedoc-Roussillon, qui est exportateur d'énergie. Vous voyez, c'est intéressant de voir qu'un territoire peut exporter de l'énergie. Alors effectivement, il faut accompagner les transitions et nous avons des programmes qui accompagnent les particuliers. Alors nous avons lancé une plateforme d'information et de conseil pour les projets de rénovation sobriété énergétique. Nous sommes particulièrement actifs sur les prêts à taux zéro qui permettent le financement également des rénovations. La rénovation énergétique des logements, c'est l'un des grands sujets. Vous parliez de la stratégie nationale bas carbone. C'est un des grands sujets de la stratégie nationale bas carbone. On accompagne évidemment les agriculteurs. Oui, votre métier Oui, historique. Hein, bien sûr, bien sûr. Et c'est 80% de part de marché, le Crédit Agricole, sur le secteur de l'agriculture. Donc, c'est effectivement particulièrement important pour nous d'assurer un accompagnement de qualité. On a des programmes de décarbonation qui sont adaptés aux différents moments de vie, s'installer, contribuer activement à la décarbonation, préparer l'avenir. Donc, on a des programmes. Et surtout, ce qui est important pour nous, c'est que cette capacité d'accompagnement à la décarbonation s'accompagne toujours d'une préoccupation et d'une grande vigilance sur la question économique, puisque, je vous l'ai dit, le sujet social et le sujet de la décarbonation sont liés. En ce qui concerne l'agriculture, on parle également d'un grand degré d'attention sur la souveraineté alimentaire. Ce sont des sujets, vous voyez, et c'est aussi cette complexité. Voilà. Donc, il y a aussi les entreprises.
Bien que sûr, vous accompagnez. on accompagne les entreprises et on suit de près la contribution à la neutralité carbone dans les secteurs. Donc ça demande pas mal de calculs sur le pétrole, la production d'électricité, l'automobile. Je pourrais vous donner quelques chiffres. Et tout ça nous amène à pouvoir nous désengager des énergies fossiles. Mais vous voyez que le désengagement ne peut être que le résultat de ces deux actions, de l'énergie renouvelable et de l'accompagnement aux transitions. Alors, je vous donne quelques chiffres. Ça aussi, c'est suivi au plus haut niveau stratégique de l'entreprise. Je vous donnais le chiffre de 90% de croissance sur les énergies renouvelables entre 2020 et début 2024. Et parallèlement, nous avons un désinvestissement sur les énergies fossiles. Alors, c'est un indicateur qui est de moins 20%, ce qui nous fait dire que quand on enlève 2 euros sur les énergies fossiles, on met 9 euros sur les énergies renouvelables. Vous voyez, ça vous donne un chiffre intéressant, un ratio intéressant. Oui, qui permet de bien visualiser l'effort qui est produit pour justement favoriser cette transition énergétique. Le plan de transition présente les actions et les moyens envisagés pour atteindre les objectifs d'émissions fixés par l'entreprise d'un point de vue pratique. Comment passe-t-on de la dimension stratégique et théorique d'un plan à sa mise en œuvre opérationnelle? Auriez-vous quelques exemples concrets à nous partager? Bien sûr, on échangeait sur cette dimension stratégique du plan de transition, cette dimension business du plan de transition. Et puis, il y a une autre dimension qui est la dimension transformatrice. Une entreprise qui accompagne ou qui se met à inclure cette notion de durabilité dans son modèle de création de valeur va se transformer. Et pour se transformer, il faut prendre des décisions qui permettent aux équipes d'avoir un chemin de transformation et de pouvoir être le plus efficace. Par exemple, nous, pour accompagner notre désengagement du secteur du pétrole et du gaz et notre engagement sur les énergies renouvelables, nous avons un programme qui est qui est particulièrement précis. Par exemple, on a décidé de plus financer de nouveaux projets d'extraction d'énergie fossile. Voilà, c'est une décision, elle est mordante sur le business, mais elle est claire. Nous étudions ensuite des financements au cas par cas, selon une appréciation mise à jour régulièrement de nos clients, en tenant compte des engagements des acteurs de l'énergie dans la transition climatique. Cet exemple-là, cette décision que l'on a prise, montre que désormais, les discussions entre la banque et les acteurs de l'énergie, mais c'est vrai aussi avec les entreprises, portent de plus en plus sur ces plans de transition. Les plans de transition constituent un dialogue, un outil de dialogue entre les entreprises et les banques. Et puis, en revanche, on favorise le développement des acteurs de l'énergie dans les énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'on va les accompagner, on accompagne nos clients, mais en favorisant effectivement l'accompagnement sur la partie des énergies renouvelables et en délaissant la partie des énergies fossiles. Voilà. Et puis, quand nos clients sont des clients purs énergie fossile, comme les énergéticiens indépendants spécialisés, et bien là, on décide de ne plus financer ces énergéticiens. Vous voyez, on s'adapte pour être certain d'accompagner les acteurs qui s'engagent sur ce chemin Voilà, et des vous avez un transitions. ensemble de leviers que vous pouvez activer C'est ça. pour influer sur ces sujets-là. Vous me parliez aussi hors antenne, avant de commencer cet échange, du secteur de l'aviation commerciale, qui est aussi un sujet important Sujet sur les... Voilà, très important, et évidemment. Alors là, il faut savoir que, vous voyez, on est très engagé, on discute énormément, on a énormément d'alliances, de coopération, de réflexion avec nos clients, et ça se fait toujours en bonne intelligence pour essayer de trouver les bonnes pistes. Mais tous les leviers de décarbonation ne sont pas à la main du Crédit Agricole. C'est par exemple le cas de l'efficience opérationnelle, ce qu'on appelle l'écopilotage, l'optimisation du trafic aérien, les procédures des compagnies aériennes vont avoir un impact sur la décarbonation du secteur, mais elles nous échappent. En revanche, nous, on va intégrer dans notre plan d'action des leviers comme par exemple de donner la priorité au financement d'avions de nouvelle génération, ce qu'on appelle les 4e générations, qui sont les plus économes en carburant. Je vous donne un chiffre qui fait partie de notre stratégie climat. La proportion de ces avions dans le portefeuille de Crédit Agricole CIB, qui était en 2019 de l'ordre du tiers, 33%, c'était les 4e générations, eh bien, est passé à 58% en juin 2023, vous voyez. Et puis, on s'est donné comme objectif qu'en 2030, nous financerons ces avions de 4e génération à 90% de notre portefeuille, ce qui est quand même un important. basculement énorme, oui. Voilà. Puis, on va s'impliquer évidemment dans les chaînes de valeur de ce qu'on appelle les SAF, les Sustainable Aviation Fuels, qui seront à terme un pilier majeur de la décarbonation du secteur. Et donc, on travaille au sein du groupe de travail où vous avez des producteurs, on travaille avec eux pour voir comment les accompagner. Et puis, il faut aussi dire que nous sommes en dialogue permanent avec les clients sur ces enjeux de durabilité. Comme vous l'avez mis en lumière, le plan de transition n'est pas qu'un simple exercice réglementaire, mais c'est bien un véritable outil de transformation de l'entreprise et de l'économie d'une manière plus générale. Comment suivez-vous au sein de votre groupe l'avancement de ce plan, surtout son efficacité par rapport aux objectifs fixés,
Pourriez-vous là aussi nous illustrer cela par quelques exemples? Oui, je vous ai dit, c'est très structurant, c'est un enjeu de gouvernance. Il faut comprendre, il faut rentrer dans la mécanique. 2, il y a quand même une réglementation à respecter. On parle de l'avenir, on parle du développement, commercial et on parle de transformation. Donc nécessairement, ces chiffres de plan de transition, ces indicateurs doivent être, suivis, au plus haut niveau de l'entreprise, qui est le cas chez nous puisque nous avons un comité stratégie, ESG qui est présidé par le directeur général de Crédit Agricole SA, Philippe Brassac. Et donc tous les trimestres, nous remontons des indicateurs, c'est suivi, discuté, comme par exemple, le fait que nous financions un véhicule électrifié neuf sur 2 dans les équipes de Crédit Agricole Personal Finance et Mobilité. Ils ont pris des engagements, on va suivre ces engagements. On va suivre aussi le nombre de clients, que l'on accompagne. C'est vrai de LCL, c'est vrai de Cassis. Vous voyez, on a des indicateurs qui sont des indicateurs de transition. Et puis, nous avons également inclus ce suivi des trajectoires de décarbonation dans le processus budgétaire. Alors ça, c'est très intéressant puisque ce sont les équipes de la direction financière qui ont parallélisé le suivi budgétaire financier, le suivi budgétaire carbone. Et aujourd'hui, quand les entités du groupe présentent leur budget en 2025 et le processus de suivi budgétaire, en même temps, ils présentent le suivi budgétaire carbone. Alors, on a lancé ça l'année dernière, enfin, pardon, 2023, et ça fonctionne. Nous avions des entités pilotes et aujourd'hui, on est en train de généraliser cette question de l'impact climatique au cœur de nos activités. Vous avez fixé une feuille de route très ambitieuse pour accompagner vos clients dans leur transition vers une économie bas carbone. Et donc, quels leviers et actions avez-vous déjà mis en œuvre ou prévoyez-vous de déployer pour soutenir les entreprises dans cette transition vers un modèle plus durable? Alors, vous avez raison, Pierre-Yves. Nous avons fixé des objectifs qui sont très précis, hein. Par exemple, sur l'automobile. Aujourd'hui, un véhicule financé par le Crédit Agricole émet, en moyenne 190 grammes de CO2 au kilomètre et nous sommes donnés comme objectif en 2030 qu'un véhicule financé par le Crédit Agricole, quel que soit le territoire, émette moins de 100 grammes de CO2 au kilomètre. Donc, on a décliné cela sur 10 secteurs d'activité. Et ensuite, on accompagne donc dans les transitions, on va accompagner nos clients. Alors, je vais vous parler de la création d'un nouveau métier qui est Crédit Agricole Transition et Énergie. Alors, c'est important puisque, en fait, c'est ce métier qui accompagne les clients et en l'occurrence, les clients entreprises. Alors, l'accompagnement, d'abord, c'est la production et la fourniture d'électricité décarbonée en circuit court. Nos clients, ce sont des collectivités que l'on accompagne sur ces sujets-là. Alors, je vous donne un exemple. Une collectivité qui veut être un peu plus indépendante des prix de l'énergie peut construire sur son territoire une centrale solaire et nous allons lui fournir de l'électricité, d'abord de sa centrale solaire, et puis ensuite, évidemment, on va acheter de l'électricité sur le marché, de Pour fournir. Vous compléter le voyez? besoin. Oui, et en Mmh. fait, la question, c'est comment on s'y est mis sur ce sujet, mais en réalité, le montage sur l'énergie ressemble vraiment beaucoup à la structuration financière. Donc, ce sont des sujets finalement qui sont assez proches de nos métiers. Et puis, on va aussi proposer à nos clients une offre globale de conseils et solutions en transition. Et pour cela, nous avons pris une participation stratégique dans une société de conseil en transition, qui est le cabinet R3, et qui propose une offre globale de financement, d'accompagnement, et avec très souvent la possibilité d'indexer l'offre que l'on fait et la facturation de l'offre à la réussite en matière de sobriété. Donc, on propose des montages qui sont assez innovants. Alors, cette émission s'adresse en priorité aux administratrices et administrateurs et aux membres de leur comité spécialisé, ainsi qu'à tous ceux et à toutes celles qui interagissent avec la gouvernance. Aujourd'hui, quel est le degré de sensibilité de vos administrateurs aux enjeux de durabilité et comment développent-ils leurs compétences sur ce sujet, pour la plupart éloignés de leur expertise? Alors, pas tant que ça, éloignés de leur expertise, puisqu'aujourd'hui, on peut dire que les administrateurs, du Crédit Agricole, qui sont, des professionnels par ailleurs, vivent cette question, climatique au cœur de leurs, propres activités et donc, ils ne sont pas là étrangers au sujet et quand ils viennent au Crédit Agricole, ils découvrent le plan de transition. Très souvent, eux-mêmes, sont des chefs d'entreprise qui ont mis en œuvre des plans de transition et donc, voilà. Alors, le premier sujet, c'est il faut évidemment que cette question plan de transition, cette question climatique, je vous l'ai dit, elle est au cœur de la stratégie. Il faut évidemment qu'elle soit élaborée, construite par la gouvernance du groupe. Et généralement, ça a une telle
il y a une telle demande de transformation autour de ces questions que c'est au plus haut niveau de l'entreprise que ces questions doivent être concoctées. C'est ce qui a été le cas au Crédit Agricole, puisque je vous parlais du plan programme qui avait été Tout à présenté fait. en décembre 2021. Eh bien, il a été élaboré tout au long de l'année. 60 réunions de travail, 8 mois de travail, 120 dirigeants du groupe. Et à la fin, on sort un projet sociétal. Si ce n'est pas porté par la gouvernance, je pense, c'est mon opinion toute personnelle, Que permettez-moi nous de partageons je certainement. je pense que ça ne réussit pas parce qu'il y a tellement d'arbitrage à faire et de transformation qu'il faut que ça soit pris au plus haut niveau. Et donc, au Crédit Agricole, c'est le conseil d'administration, société cotée, organe central du groupe Crédit Agricole, qui veille à la prise en compte des enjeux et des risques environnementaux et sociaux dans les orientations stratégiques du groupe et dans les activités. Et évidemment, à ce titre, il s'assure en particulier du suivi des engagements sociétaux, d'un reporting régulier. Alors, pour faciliter l'inclusion de ces enjeux, le conseil d'administration s'est doté d'un comité spécialisé de l'engagement sociétal qui est présidé par le président du Crédit Agricole, hein, Dominique Lefebvre, et qui va travailler spécialement sur ces questions. Pour autant, le conseil d'administration ne doit pas déléguer ce sujet au comité spécialisé. Tous les administrateurs, y compris ceux qui n'en sont pas membres, doivent être particulièrement attentifs à ces questions extra-financières. Et donc ensuite, le déploiement opérationnel, je vous l'ai dit, la gouvernance prend ça en compte. Ensuite, le comité stratégie ESG, qui est le comité exécutif présidé par Philippe Brassac, prend en compte ces sujets. Et en dessous, le déploiement opérationnel de la stratégie et le pilotage des risques sont coordonnés au sein de comités transverses qui sont placés sous l'autorité de dirigeants au plus haut niveau du groupe Crédit Agricole. Voilà. Ensuite, on a des marqueurs qui doivent être quantifiés, faciles à suivre, parce qu'on plonge très vite dans un jargon du climat Technique et technique, exactement, et oui. il faut faire très attention à ne pas jargonner et donc à rendre les sujets Concret. particulièrement clairs, concrets. Voilà. Donc il faut être pédagogique. Et c'est très important, et je me permets d'insister, Pierre-Yves, si vous le voulez, sur cette notion de colonne vertébrale de l'extra-financier, avec des ordres du jour qui doivent alterner pédagogie, échange ouvert, dossier technique et débat. Parce qu'il y a des questions de débat, on parle de la transformation de la stratégie et du business, et ça, c'est évidemment très ouvert au débat. Et puis c'est l'avenir du groupe aussi qui se joue au travers de ces réflexions. Effectivement, donc une organisation de la gouvernance qui démontre un fort engagement sur les enjeux de transition. Plus spécifiquement, quel rôle les administrateurs ont-ils joué dans la supervision de l'élaboration du plan de transition de votre groupe et quels enseignements et bonnes pratiques pourriez-vous proposer à nos auditeurs à ce propos? Il faut être pédagogique, être très transparent et aborder les sujets avec toutes les limites de l'exercice. Je vous l'ai dit, il ne faut pas jargonner. Et tout cela, ce reporting régulier sur des questions climatiques, et demain, en tout cas en ce qui nous concerne, et de plus en plus sur des questions d'empreinte écologique, biodiversité, nature, économie circulaire, pollution, des sujets qui sont très compliqués à aborder, eh bien, il faut les aborder avec la nécessité de simplifier et de faire comprendre. Très important aussi de s'ouvrir à l'extérieur. Donc, les administrateurs qui travaillent sur ces sujets doivent également s'ouvrir à des alliances, à des coopérations, à des groupes de travail. C'est nécessaire parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, Pierre-Yves, hein, on est quand même contraint, on le voit, l'urgence climatique nous impose d'aller vite. Et pour aller vite, eh bien, il faut qu'on apprenne. Donc, c'est très important que les administrateurs puissent participer aussi à des groupes de travail. Et puis, que ces questions soient partie intégrante de sujets importants. Par exemple, chez nous, la rétribution des dirigeants mandataires sociaux prend en compte les critères de performance durable, ajustés sur les engagements net zéro que l'on a pris. Ce qui est une tendance qu'on peut retrouver dans beaucoup de Oui, groupes. effectivement, on la retrouve dans beaucoup de groupes. Il faut la quantifier. Il ne faut pas uniquement en faire des déclarations Tout d'intérêt, à fait. même positives, et cetera. Il faut la quantifier parce que dès lors qu'on la quantifie, on se heurte à la problématique de la quantification. Mais c'est important de se heurter à des obstacles pour pouvoir les résoudre. Sinon, on reste sur un plan superficiel et on n'arrive pas à les résoudre. Tout ce que je vous raconte, Pierre-Yves, je vous le raconte avec à la fois de l'énergie, de la connaissance, parce qu'on a énormément transpiré sur ces sujets. Ça fait 3 ans qu'on travaille dessus. On les suit avec beaucoup d'humilité. Mais le fait d'avoir pu surpasser des obstacles, y compris d'ailleurs avec la gouvernance, y compris même de reconnaître qu'on ne savait pas et qu'on était en train de découvrir, mais qu'à l'heure où je vous parle, il y a beaucoup de sujets qu'on ne sait pas traiter, eh bien, c'est aussi une forme d'humilité. Je pense qu'il faut traiter ces sujets avec beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup de persévérance. Et c'est pour ça que votre témoignage nous paraissait important avec ce vécu. Donc cette supervision de la gouvernance doit se poursuivre tout au long du déploiement opérationnel du plan de transition, ainsi que lors de ses mises à jour successives. Quels sont selon vous les principaux points d'attention que les administrateurs doivent avoir à l'esprit pour exercer une supervision éclairée? Et sur quels outils et indicateurs doivent-ils s'appuyer pour garantir l'efficacité et la pertinence de ce suivi?
Le premier conseil que je me permets évidemment de partager, c'est de considérer que l'objectif sur lequel on va tous atterrir à un moment donné, c'est de devoir produire une information autour de la triple performance de l'entreprise. Performance financière, sociale, environnementale. Probablement que l'Europe ira beaucoup plus vite sur ce sujet, c'est-à-dire à 2028-2030, je pense. Et donc, pour y arriver, il faut comprendre la grammaire extra-financière, mais ne pas considérer que la grammaire extra-financière et la grammaire financière sont deux sujets distincts. Vous savez, comme si la grammaire extra-financière, c'est l'huile et la grammaire financière, c'est l'eau. Pas du tout. C'est bien ce qu'on prône sur nos ondes, hein, dans nos différentes émissions, bien sûr. Exactement. La grammaire extra-financière, c'est la grenadine et la grammaire financière, c'est l'eau. On va mélanger et à un moment donné, tout ça va se mélanger. Et quand on parlera de performance d'une entreprise, on sera capable de dire, eh bien, cette entreprise est très performante sur le plan financier, mais elle a pris du retard et elle a un impact carbone qui est négatif, etc. Et pour ça, évidemment, il faut s'y mettre et s'y mettre avec détermination et avec intérêt, parce que derrière ces questions un peu syntaxiques, un peu techniques, il y a énormément de potentiel et surtout, il y a la capacité de voir loin, parce qu'une entreprise qui voit loin, c'est nécessairement, et Pierre-Yves, permettez-moi cette vision personnelle, c'est nécessairement une entreprise qui sera durable. Voir loin, c'est intégrer les enjeux de société au cœur de la stratégie de l'entreprise. Et au fond, c'est ça la durabilité. Alors avant de clôturer cette interview, quelle est votre perception de la maturité des acteurs économiques sur les enjeux de durabilité à l'heure où certaines voix en Europe et en France, par exemple le rapport Draghi, plaident pour un assouplissement des contraintes pesant sur les entreprises et où la future administration du président Trump pourrait favoriser une certaine dérégulation de l'économie? Vous posez dans une phrase toute la complexité du sujet. Vous dites régulation contraignante, très forte, peut-être un peu technocratique, et de l'autre, vous dites mais il y a des forces contraires au sujet. Alors, Et les entreprises veulent avoir de l'agilité et voilà. être capables de s'adapter au changement de leur environnement. Voilà. Vous savez, Pierre-Yves, nous, on est parti d'un point de départ qui a toujours été très utile dans nos discussions, dans nos débats, c'est la science. Et je pense qu'il faut à un moment donné prendre pied sur un point d'appui qui nous permet ensuite de travailler avec sérénité sur le temps long. Et donc, on travaille sur les travaux qui sont ceux du GIEC, enfin produits par le GIEC, les rapports, les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie. Nous avons en 2019 constitué un comité scientifique au Crédit Agricole qui est particulièrement utile, engagé. Nous avons 11 scientifiques de ce comité. Un a dû partir pour des raisons de mobilité géographique, mais les 10 de départ sont toujours là. Ce qui veut dire qu'ils ont le sentiment de contribuer à nous faire avancer sur ces sujets. La science, fondamentale. Voilà. Ensuite, l'urgence climatique. Je pense qu'à partir du moment où vous considérez que les travaux scientifiques sont un point d'appui, vous ne pouvez pas remettre en question la notion de l'urgence. Et malheureusement, on constate que l'urgence climatique est toujours là. Toutes les années qui se succèdent les unes les autres sont les années les plus chaudes. Et il y a beaucoup de points importants qu'on ne voit pas suffisamment, comme l'effondrement de la biodiversité. Donc, on a un sablier qui coule. Et donc, là-dessus, de toutes les façons, on n'a pas beaucoup de scénarios. Soit on arrive à faire en sorte que notre modèle social, le modèle du vivre ensemble, soit toujours possible dans 50 ans, soit on aura des crises qui remettront en cause ce modèle du vivre ensemble. Voilà. Si on part de ces bases-là, eh ben, il faut y aller, et il faut y aller avec détermination. Et donc, nous considérons que le sujet des transitions est stratégique, et on ne remet surtout pas ça en question, et on essaye d'être toujours de plus en plus efficace, de plus en plus accompagnant des transitions. Vous me posez une question, qu'est-ce qu'on observe? Toutes les entreprises, en tout cas celles qu'on rencontre, et on a entrepris un tour de France où on rencontre des PME, des ETI, des personnes engagées, je vous assure, Pierre-Yves, que c'est un formidable champ d'espoir. Parce qu'on a des gens très engagés et qui arrivent à concilier la performance économique de leur entreprise, puisqu'on rencontre des entrepreneurs, et la performance sociétale ou sociale ou environnementale de leurs entreprises. Nous sommes allés au Finistère, en Normandie, on a rencontré le patron du port Le Havre, Rouen, qui réfléchit à la décarbonation de son transport, tout en ayant en tête évidemment le développement de son business. Voilà. La performance économique. Voilà. Donc c'est présent, c'est là, il faut qu'on l'accompagne. Peut-être qu'il faut être évidemment un peu moins technocratique, c'est ce qui nous gêne, parce que malheureusement, on ne peut pas aller plus vite que la musique quand on n'a pas de données, quand on n'a pas de méthode, etc. On ne peut pas nous imposer de produire de la méthode comparable. Il faut faire très attention avec l'information financière. Nous, on est très attentifs à ça. Quand on sait faire, on fait.
C'est ce qu'on a fait sur le climat. On vient de publier un guide de 189 pages où on raconte de façon très transparente les travaux, ce qu'on a fait. C'est possible de l'avoir en ligne. En revanche, sur certains sujets, on dit on ne sait pas. À date, on ne sait pas. La maturité n'est pas encore suffisante. Exactement. Il faut être très honnête là-dessus, mais en revanche, ne pas perdre de vue que nous sommes des acteurs qui doivent contribuer à rendre notre civilisation durable. Un grand merci Eric Campos pour votre présence à notre micro. Le partage de votre expérience sur nos ondes offre à nos auditeurs des clés précieuses pour mieux comprendre les défis que les entreprises ont à relever pour aller vers une économie plus durable, particulièrement dans un contexte de compétitivité mondiale accrue, mais aussi pour mesurer le champ des possibles en matière de définition et mise en œuvre d'actions impactantes. Nous l'avons bien compris, la décarbonation des activités humaines n'est plus une option face à la hausse inéluctable des températures et aux impacts climatiques majeurs qui en découlent. La question ne porte plus sur le quand agir, mais sur le comment bâtir des solutions durables capables de conjuguer innovation, responsabilité et efficacité à long terme. Cette émission arrive à son terme. Avant de la refermer, je vous invite, chères auditrices et chers auditeurs, à nous suivre dès maintenant sur nos pages LinkedIn, KPMG France, KPMG Business Experience et KPMG Avocat. N'hésitez pas non plus à écouter ou réécouter sans modération les précédentes émissions de Défi Gouvernance ainsi que les autres émissions diffusées par Radio KPMG grâce à notre application mobile à télécharger dans l'App Store ou Google Play. Je vous retrouverai le 23 janvier prochain en compagnie de Jean-Jacques Dègre pour une nouvelle émission de Défi Gouvernance dédiée à l'essentiel de l'actualité de la gouvernance d'entreprise. D'ici là, toute l'équipe de Défi Gouvernance se joint à moi pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. À l'année prochaine.